Bien voilà, nous sommes de retour sur le salon de Genève pour notre deuxième session de visite en live. Alors on va commencer là maintenant en fait par le stand Kia qui a une grosse nouveauté. Il s'agit du concept Trackster. Alors on a de la chance aujourd'hui puisqu'on va pouvoir poser quelques questions donc aux responsables en fait du département du design en fait de Kia, Peter Schreier. Hello, Peter. So you are in charge of Kia design from many years. And we can see now the new way of the design. So, what is the inspiration for this concept? Well, for this concept, usually we take our inspirations from a lot of things, but this concept is supposed to be a very sporty interpretation, maybe of a two-door hot hatch. And part of this background of this car is that it gives you a little bit of an idea how we are thinking when we are going to make a next Soul. So maybe it has some elements also in it that could resemble a next Soul design. Okay, so exactly with this concept we can see a part of the future for sure. But what line of this design you are going to keep for the next new model? Well, it is a glimpse into the future, so it is like a sketch, and there is some elements that are very remarkable and also already very typical for today's Soul. Is the black A-pillar, so that gives the front screen and the windows on the side like a kind of visor sort of shape. And the roof put on like this, so we have a possibility of maybe making the roof in a different color in this case. And the front is, it reminds a lot on today's Soul already, but it is another step further. So, and the Soul today is not really a typical Kia. It's a bit like the black sheep of the family, but in a positive way. And so when we are trying to think of a next generation, we also have to consider what is the car today and how are we going to replace it? Are we going to stay very near where it is, or are we going to go a little further away? Mm-hmm. Okay, thanks. So you're a designer. And I don't know if you have a tour of the motor show, but are you impressed by the design of a new model, whatever the mark? Well, I think that this show is very interesting, and I really have not had a chance yet to walk around because I have to work here on our show stand. But there's a few things I want to go and see, like the new Audi A3, and there is a convertible version of the Range Rover Evoque, which I'm very interested to see, and because I think it's an interesting concept, very promising, and I'd like to see the new Ferrari, and I'm sure there's the A-Class Mercedes. There's a lot of things to be looked at, and I can't wait to walk around a bit and see what's going on. Peter, thank you. Okay, thank you too. Bye, thanks. Bye. Donc voilà, une interview avec Peter Schreier qui nous a donc donné quelques indications en fait sur le concept Trackster. Alors on va faire quand même le tour du stand pour voir ce qu'il y a d'autre à voir en termes de modèles. Alors ici l'Acid SW, donc en fait c'est vrai que l'Acid c'était un modèle au départ, on va dire, bon, c'est toujours un modèle bon marché sans doute, mais qui n'avait pas un design, je dois dire, qui était convaincant. Et c'est vrai que depuis que Peter Schreier d'ailleurs chapeaute en fait le département du design, c'est vrai que on a droit à une véritable identité de la marque Kia. Et ça se traduit par une calandre vraiment très identitaire, maintenant des feux effilés. Et on peut vraiment dire aujourd'hui qu'il y a un style Kia. Et on le reconnaît sur tous les véhicules, que ce soit donc, cette nouvelle Ceed, que ce soit la Rio. Et c'est vraiment de plus en plus convaincant et c'est pas sans raison non plus que les modèles Kia ont un certain succès. Donc voilà, la nouvelle Kia. On va faire un tour à l'intérieur. Alors on peut juger véritablement le saut en qualité. C'est une présentation qui est vraiment très très intéressante. Voilà, on ne peut pas vraiment se rendre bien compte des ajustements, mais
On a déjà noté sur les modèles précédents que ça allait en s'améliorant. Et là, c'est vrai qu'avec cet intérieur de couleur, c'est vraiment bien présenté. En tout cas, nous, on aime beaucoup. Voilà, hein, on surfe encore une fois de plus sur les modèles électriques. Donc de ce qui pourrait être une citadine par Kia avec donc des batteries lithium-ion. On n'a pas encore toutes les informations, mais bien entendu, elles sont sur le blog auto.com. Alors maintenant, on a démarré par Kia, mais désormais on va faire vraiment le tour des grosses nouveautés. Donc les choses qui sont très attendues, que ce soit Ferrari, que ce soit Mercedes, BMW, toutes les marques qu'on n'a pas vues ce matin. Donc c'est vrai que cet après-midi, ça promet du très gros et on y va. Alors on va commencer par Smart, même si on finira par Mercedes. Donc il présente voilà, sa Smart électrique. Finalement la Smart c'était tout à fait naturel qu'il sorte un modèle électrique, ça on s'y attendait. Et donc en fait le modèle électrique, eh bien il y en a un qui a été fait en collaboration avec Brabus. Et elle se présente comme ça. Bon, évidemment, hein, de l'extérieur, on ne voit rien. Simplement, à la place du réservoir, eh bien, on a les batteries. C'est la seule grosse nouveauté hein, du stand Smart, vraiment. J'ai envie de dire, voilà pour les modèles bon marché. Très joli ces Smart Brabus. Allez, alors maintenant, on va aller juste à côté. Alors, qui dit marque de grand luxe anglaise, dit Rolls-Royce. Alors, on va essayer de s'en approcher. Alors une énorme Rolls Phantom. Restylé de l'avant. Alors on n'a plus les gros phares ronds. On a maintenant des rectangles, une bande de LED. Alors vraiment, hein, ça a évolué à la marge. On n'a vraiment pas... on garde toujours les mêmes lignes, toujours ces roues monumentales, ce capot extrêmement long, l'emblème bien entendu qui trône sur cette énorme calandre. Alors voilà, c'est Rolls, l'opulence. C'est grand, c'est gros, c'est lourd. Du cuir, du bois, de la moquette en mouton. Incroyable. On n'a même pas envie de monter avec ses chaussures. Quand on voit l'épaisseur de la moquette, on aurait très peur de la salir. Vraiment une ambiance intérieure incroyable. Waouh. Bon alors après cette petite pause luxueuse, on va se diriger vers des modèles un peu plus terre à terre. Avec une marque française, en l'occurrence Citroën. Bon alors on va commencer par des voitures de bonne famille, avec le berlingot qui a été restylé. Bon là pareil, pas grand chose, hein. Tout se passe à l'avant, avec de nouvelles bandes de LED. Et on va monter doucement en puissance. Alors ce qui est très amusant chez Citroën, c'est qu'on a la grande berline, la C6, qui pour beaucoup tombe en mode désuétude, mais Citroën, d'une certaine façon, est toujours fier en fait de présenter son modèle et qui trône vraiment à l'avant du stand. Ici, dans une version bicolore vraiment très belle. On aura beau dire tout ce qu'on veut, que voilà, c'est un modèle qui ne s'est pas vendu, mais véritablement, ça reste vraiment une voiture très élégante. Une espèce de grande berline à la française et elle n'a pas forcément le mérite qu'elle devrait avoir. C'est vraiment dommage. Alors avant de passer au concept que tout le monde veut voir, on va quand même jeter un petit coup d'œil sur la gamme DS qui fait vraiment fureur ici. Hein. Là véritablement, Citroën fait un gros coup avec cette ligne. Alors la DS5 qu'on a déjà vue. Encore une DS4, mais bien entendu, le modèle qu'on attendait tous, c'est la DS4R qui est juste derrière. On va aller la voir. Alors cette DS4R, au premier abord, a l'air d'avoir une peinture mate.
C'est une peinture qui en fait est texturée. Hein. Quand on la touche, il y a des espèces... enfin voilà, on sent il y a des espèces un petit granulé. Alors qu'est-ce qui change? On a des élargisseurs d'ailes, des grosses jantes, un double échappement à l'arrière avec un extracteur. La voiture est bien entendu rabaissée. Et donc avec un moteur THP de 256 chevaux. Alors ça change radicalement hein, la ligne de la DS4, ça on va pas se mentir. Ici en plus, elle a les entrailles qui lui permettent vraiment d'avoir des performances de haut niveau, on ne sera pas mécontent. L'avant également hein, est très impressionnant, avec cette calandre, les chevrons en carbone, une lèvre en dessous en carbone, une énorme calandre en nid d'abeille, et deux bandes de LED sur les côtés. C'est vrai que quand on voit cette peinture, la première envie qu'on a, c'est de la toucher. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre hein, sur le stand de Citroën? On a aussi la fameuse DS3R by Loeb. Alors cette fois-ci, il a vraiment une série spéciale à son niveau, c'est-à-dire une DS3 de 200 chevaux. On va aller voir ça. Et la voici, elle aussi, qui a une peinture mate texturée, comme Citroën se plaît à le dire. Bon, alors c'est DS3R, hein, on l'a tous déjà vu en photo. Qu'est-ce qui change? C'est sa décalcomanie sur le toit. On a des jantes mates. Donc le C4 Aircross, qui est en fait une plateforme partagée avec le Mitsubishi ASX. Et ils ont d'une certaine façon, si on peut dire, citroënisé un Mitsubishi ASX. Alors ça se traduit notamment justement par des gros chevrons à l'avant, des bandes de LED, des feux effilés typiquement de Citroën. Et on peut dire qu'il remplace largement, avantageusement l'ancien C-Cross. Bon, on verra si le succès sera bien meilleur à l'arrivée. On va regarder l'intérieur. Pour ceux qui ont essayé l'ASX, c'est strictement le même. On a changé le volant, on a mis deux chevrons, quelques équipements qui ont été ajustés. Alors maintenant, on va passer à des stands qui sont toujours en couleur. Un stand latin, c'est-à-dire le groupe Fiat. Bon, ça commence très très fort avec les modèles Abarth. Et donc ici une Abarth 595 Turismo, 260 chevaux, très très bien présenté et je dois dire qu'avec ce genre de copilote, ça donne envie de rouler. Bonjour. Allez, on va regarder toutes ces voitures. Enfin, on va essayer de regarder toutes ces voitures, ça va être très compliqué. Alors, ici, on a une Abarth Punto Scorpion, donc sur la base en fait de la Punto Abarth classique. Donc, visiblement, avec une ligne de bagagerie qui est présentée ici. C'est rarement typique de ces constructeurs italiens de présenter les voitures de cette façon. Et oui, c'est convaincant. C'est convaincant. On va peut-être arrêter maintenant, hein. On va aller chez Alfa Romeo quand même. Alors chez Alfa Romeo, l'ambiance est un peu plus feutrée, puisqu'on monte en gamme par rapport au modèle Fiat. Alors il n'y a pas de grande nouveauté, puisque bon, finalement on a des Alfa Mito, Quadrifoglio, certes, mais la voiture n'a pas beaucoup évolué. On a des Giulietta. Mais d'une certaine façon, je veux dire que Alfa Romeo a une... Oui, c'est garder ses modèles dans l'actualité. Alors évidemment, plus on va avancer dans le groupe Fiat, plus on va monter en gamme. Et plus ça va devenir un peu plus compliqué, puisque chez Maserati et chez Ferrari, on a des nouveautés, notamment une très très grosse nouveauté chez Ferrari. Et à mon avis, il va y avoir un monde fou, mais on va essayer de se faufiler. Alors, on va rentrer tranquillement chez Maserati. On va regarder les modèles.
Alors je peux vous dire qu'on a de la chance parce que c'est pas tous les jours qu'on peut rentrer aussi facilement sur le stand de Maserati, surtout comme sur le salon de Genève. Alors évidemment on a toutes les déclinaisons de Gran Turismo, donc évidemment le Gran Turismo Gran Cabrio. Ici une série spéciale Fendi. Avec un intérieur dédié. Une peinture, alors je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais vraiment on a des reflets caméléons un peu verts, un peu jaunes sur la peinture extérieure. Un intérieur qui lui a été vraiment très très bien exécuté. Et à côté de ça, on nous présente un véhicule en première mondiale, une autre déclinaison de Gran Turismo, mais la Gran Turismo Sport. Une version puissante. Alors ici, présenté avec un bleu assez inhabituel. On a presque envie de dire un bleu dédié aux pays consommateurs de ce genre de véhicules. Je pense aux Émirats. Et qui tranche vraiment avec ce blanc. On va regarder à l'intérieur ce qui se passe. Vraiment avec ce cuir. Le cuir crème. Très très beau. Non, véritablement, ces Gran Turismo commencent à avoir de l'âge. Mais elle ne prend pas une seule ride. C'est impressionnant. Toujours aussi belle. Elle garde toujours une élégance. Ah, l'Italie. Tu serais bien un jour. On va s'approcher des barrières. Alors il y a énormément de monde. On peut voir qu'énormément de médias, même parmi les plus importants, sont rejetés derrière la barrière en verre. Parce qu'il est vrai que cette Ferrari F12, c'est la grosse nouveauté. Alors peut-être qu'en montant sur l'estrade, il y a peut-être possibilité de voir quelque chose. Alors cette Ferrari F12 Berlinetta, avec un design Pininfarina qui est toujours aussi convaincant, véritablement très belle voiture, qui transpire, qui respire le sport, avec notamment cet anti-brouillard qui fait allusion au feu des voitures de course, puisqu'il est placé au milieu du bouclier arrière, qui intègre un extracteur, les doubles sorties d'échappement. Alors c'est celle qui remplace la 599, qui avait des vitres de custode en fait aéro, si on peut dire, qui participait à l'aérodynamique de la voiture. Alors sur celle-ci on n'en a plus, mais en revanche on a un autre détail qui se situe au niveau de l'aile avant. L'aile avant qui est creusée, sculptée, qui canalise l'air de l'avant et qui l'expulse vers l'arrière. C'est vraiment du plus bel effet, c'est ce qu'on appelle un très beau design technique. Alors la face avant de cette F12, elle est vraiment très très impressionnante et très moderne, qui reprend d'une certaine façon certains codes stylistiques de la Ferrari FF, avec toujours le cavallino au centre de cette grille, avec une lame au niveau de la base du bouclier en carbone. Et là on voit bien le détail technique aéro, les ailes avant creusées, par où passe l'air. Ce qui donne vraiment, encore une fois, capacité technique et donc de performance à cette voiture. C'est vraiment très impressionnant. Elle est vraiment très très belle. Magnifique. La nouveauté chez Fiat, c'est la 500L. Si on peut dire une concurrente dans une moindre mesure en fait de la Mini Clubman. Alors elle trône ici. Alors là on a un peu de monde. Il y en a une autre ici où il y a... On va pouvoir se rapprocher. Alors on va pas se mentir, c'est très drôle parce qu'on a justement une Fiat 500 derrière nous qui nous permet d'apprécier en fait les différences de gabarit de la voiture. Ah tiens, on peut faire coucou à des demoiselles. Bonjour mesdemoiselles. Alors on va regarder un petit peu l'intérieur de cette Fiat 500. Hello. Ou alors c'est la version en fait qui est destinée aux États-Unis, strictement pareil, il n'y a pas grand chose qui change et malheureusement on le regrette, on n'a pas les demoiselles avec la livraison, il va falloir travailler très dur pour ça. Ah mais voilà, on a la 500L qui est juste à côté, bon elle s'appelle 500, mais en termes de cote ça n'a strictement rien à voir, on est en face limite en fait d'une camionnette.
Elle est assez haute sur pattes, ça je suis en train de découvrir. Beaucoup plus haute. Une voiture qui, en hauteur, est pas loin des 2 mètres. Bon, effectivement, hein, on peut voir des liens hein, avec la Clubman, notamment au niveau du vitre et puis notamment ce toit flottant. Si j'étais assez surpris en fait des photos, c'est vrai que là maintenant qu'on la voit en vrai, je suis un peu déçu. Voiture fermée. On va aller voir à côté. Est-ce qu'on a plus de chance? Surprise. Voiture fermée. Bon, c'est pas aujourd'hui qu'on verra l'intérieur de la 500L, c'est dommage. Alors chez Lancia, on n'a pas vraiment de nouveautés, hein, puisque bon, on va trouver quoi? L'Ypsilon, qui est sorti depuis maintenant quelques mois, et puis on a tout ce qui est 300C rebadgé, qui s'appelle désormais Thema, pour ce qui est des voitures vendues en Europe. Et le grand voyageur qui s'appelle ici Voyager. Donc désormais, on a un grand monospace familial chez Lancia pour emmener toute la petite famille. Très très bien présenté, encore une fois. Ah, véritablement, les stands italiens, c'est quelque chose. Donc ici, comment latiniser, entre guillemets, avec des gros guillemets, une vulgaire voiture américaine? Eh bien, on en change le badge et on la présente différemment. Et c'est vrai que finalement, on se rend compte que cette Lancia Thema a une certaine classe, surtout en blanc comme ça. Et bien voilà, hein, ça c'est un modèle typique de Lexus. Un concept hybride, LF, LC, incroyable. Alors pour ceux qui sont amoureux de la LFA, bien évidemment c'est de la même veine, bien, sauf qu'à la place d'un gros moteur V10 qui rejette plein de méchants carbone pour la planète, eh bien ici on a une motorisation hybride. Et c'est une autre vision, comme on peut voir chez d'autres, de l'association, et bien finalement du sport, de la beauté et de l'écologie. Et oui, c'est possible. Elle aussi, hein, des lignes très acérées, une calandre impressionnante. Waouh! Alors on va se diriger maintenant vers le RX 450H. Alors il est annoncé pour 6,3 litres de consommation tous les 100 km, avec des rejets de CO2 de 145 grammes, toujours au kilomètre. La version Sport, F-Sport. Alors qu'est-ce qui change hein, sur ce RX 450H? Bien évidemment une calandre massive qui, je pense, va plaire beaucoup de l'autre côté de l'Atlantique. Bon, et puis Lexus, c'est la marque de luxe de Toyota. Et on va se retourner et on s'en va chez Toyota. Alors Toyota qui essaie de continuer hein, à surfer sur son image de marque avant-gardiste pour ce qui est des modèles hybrides. Avec ici le concept FTBH, une certaine vision hein, de ce que pourrait être une petite compacte familiale. Bon, c'est un concept, hein, donc évidemment c'est toujours difficile de faire le lien avec un véhicule qui pourrait être commercialisé. Et bien entendu, surtout chez Toyota, la nouveauté, eh bien, c'est tout simplement que justement cette recette de l'hybride, on l'applique à des modèles de gamme plus modestes. Et justement, alors maintenant, il y aura un modèle de Yaris hybride, hein, un hybride qui est fabriqué dans le nord de la France, la Yaris, Cocorico. Alors voilà, cette Toyota Yaris hybride est promise pour des rejets en fait de 79 grammes de CO2 au kilomètre.
Alors il n'y a rien qui change en fait sur ce modèle. En termes de design, tout se passe dans les entrailles avec un moteur essence et un moteur électrique. Alors finalement, il était tellement logique finalement d'adapter un modèle hybride à une citadine, parce que c'est vrai que c'est là que ce genre de modèle prend tout son sens. Et on se demande même pourquoi en fait on n'a pas appliqué la recette de l'hybride aux citadines beaucoup plus tôt. Ça c'est surprenant d'une certaine façon. Alors maintenant on va faire une grosse diagonale, puisque le salon est grand. Et on va partir de l'autre côté. Alors on va passer au milieu des préparateurs. On va jeter un œil rapidement pour se retrouver chez Ford. Alors voilà, en termes de modèles spéciaux, on va passer rapidement. On a aussi les Arteaga GT. Modèle d'exception s'il en est. On ira les voir plus tard, on leur demandera s'il y a possibilité de faire un essai. Donc ici ce sont vraiment les modèles quasiment d'artisans, si on peut dire. Avec un design très latin. Juste à côté on a Fisker, avec ses fameuses berlines, désormais commercialisées. Très acéré. Alors je ne sais pas vous, mais personnellement je n'en ai encore jamais croisé en Europe, et on le regrette d'ailleurs. Alors c'est assez surprenant de voir ça ici sur ce salon de Genève, qui a une connotation en fait finalement de lancement de première mondiale certes, mais aussi de véhicules haut de gamme. Et bien Tata est là, la marque indienne, avec ces modèles destinés à son marché. Alors évidemment, là comme ça a l'air assez rustique, un design pour le moins simple. Une présentation à l'intérieur, somme toute correcte. On va regarder ça. Évidemment, plastique dur sur plastique dur. Dans l'assemblage comme ça, pas l'air si perfectible que ça, non, c'est pas si... c'est basique, une présentation simple, reste à savoir si c'est efficace. Oh, plastique moussé. On a du plastique moussé chez Tata. Pas mal. Comme quoi on a souvent des a priori et puis au final il y a quand même des surprises. Alors on a un concept, la Tata Mégapixel. Quel nom étrange. Alors qu'est-ce que ça augure? Si ce n'est un petit modèle qu'on espère pas cher. Très étrange de voir Tata ici présente au milieu de grandes marques, sans complexe. Alors chez Mazda on n'a pas vraiment de nouveautés. On met toujours en avant le CX-5 qui est sorti il y a seulement quelques mois bien évidemment. DMX-5, le Roadster Star de la marque. Ça ne change pas. On change les couleurs mais il ne perd aucunement de son élégance. Et c'est vrai que la nouveauté chez Mazda, elle ne se situe pas dans les modèles de série, mais sur un concept qui trône tout au fond. Alors un nouveau concept, Takeri, avec un design qu'on a vu il y a déjà bien 1 ou 2 ans, sur un autre concept justement, et on le revoit encore ici. Et on aimerait voir ça de manière traduite véritablement sur des modèles de série, sur une prochaine Mazda 6 par exemple. Parce que c'est vrai que si le design est convaincant sur les concepts, on a du mal à faire véritablement le lien avec les modèles vendus, et on pensait que le CX-5 justement allait reprendre ces feux très acérés de ce type de concept, et puis finalement non. On trouve uniquement une calandre, des encoches sur la base du bouclier, mais le lien est vraiment pas évident et c'est dommage. Eh bien, la version commerciale du concept de la Fiesta ST
avec un moteur 1,6 litre EcoBoost, qui se présente comme suit. Donc une allure de Fiesta, avec des ailes légèrement gonflées, de très belles jantes et un effet vraiment sport avec ce grand spoiler à l'arrière, une bande de LED dans les phares avant pour la nouveauté, la modernité, la fraîcheur. Un bouclier arrière avec un semblant d'extracteur et une double sortie d'échappement. Des accessoires qui sont dédiés à la version ST de cette Fiesta. La Fiesta qui vraiment à la base a un design vraiment très très beau, très dynamique, ici avec une peinture pailletée, avec des reflets dorés, du plus bel effet. Et ce qui la change radicalement de la Fiesta classique, c'est sa face avant avec une calandre en nid d'abeille qui évidemment évoque le sport, comme sur les plus grandes voitures de sport qui existent. C'est très très beau. Et la beauté naturelle de cette Fiesta s'en va vraiment dynamiser. Alors l'autre nouveauté chez Ford, eh bien, c'est le B-Max. Alors le B-Max, qui est le monospace compact en fait de Ford, qui reprend les codes habituels de la marque, c'est-à-dire ses calandres trapézoïdales. Et la particularité de ce B-Max, en fait, c'est ses ouvrants, puisqu'on a des portes avant qui s'ouvrent de manière conventionnelle et des portes arrière qui coulissent, sauf qu'on n'a pas de montant central. Et on a pu le voir, il n'y a pas de montant central. Voilà, c'est ce qui fait la particularité de ce B-Max. Alors, c'est encore une solution différente par rapport aux autres monospaces compacts, je pense notamment au petit Meriva qui lui garde son montant central en revanche. Alors, on a plusieurs étages, on a évidemment les voitures qui sont en bas et on a suivant une petite terrasse où en haut on peut recevoir ses invités et surprise, on a encore des classes A. Sempiternelle étoile au milieu avec deux barrettes, une jupe ajourée. Alors évidemment un profil de toit qui est beaucoup plus écrasé que sur la classe B avec qui elle partage la plateforme. Alors ici par exemple, pour montrer également les progrès en termes d'écologie de Mercedes, ce véhicule-là c'est la B200 CDI, donc un moteur diesel, boîte manuelle 6 rapports, et cette voiture finalement a vraiment des rejets de CO2 qui sont très bas par rapport à la puissance, puisqu'on n'a que 114 grammes de CO2 rejetés, ce qui la met dans la classe A, de l'écologie. Et bien ça tombe bien. Alors on reprend en partie l'intérieur de la classe B avec notamment ces aérateurs ronds qui sont strictement les mêmes que les grands modèles type SLS, ce qui donne un aspect très sportif à cette voiture et un intérieur de très grande qualité, ce qui est vraiment très surprenant dans ce type de gamme avec des habillages de cuir. Alors on va jeter un petit coup d'œil au coffre parce que ça c'est un peu la surprise. Contrairement à d'autres constructeurs, Mercedes a décidé de ne pas couper ses feux, qui sont très beaux, mais en revanche, c'est sûr qu'on a un seuil de chargement qui est petit et une profondeur de coffre aussi qui n'est pas, on peut dire, sans doute le meilleur de sa catégorie. Alors hop, on va pouvoir regarder l'intérieur, on en profite. Allez hop hop hop. Alors, c'est un volant 3 branches, très très beau. Alors là évidemment, on est sur une version très haut de gamme. Il existe encore une fois un pack AMG, là on n'a pas pu le voir, on le verra sur un autre modèle. Et ce qui transforme cette voiture aussi, c'est sa technologie avec un écran central, bon, qui rappelle, on peut dire, les petits écrans tactiles en fait,
On peut voir des derniers gadgets high-tech. Et on peut brancher en fait son iPod sur son iPhone sur la voiture. Et Siri est compatible. Ce qui fait que dans la voiture, eh bien, on peut faire parler Siri, vous savez, l'espèce de conciergerie d'Apple. Alors nous sommes avec le président de Mercedes France, Marc Langenbrink. Bonjour. Bonjour. Alors, le modèle phare de Mercedes, la nouveauté de ce salon de Genève, c'est la classe A. Avant de parler de la classe A, moi j'aimerais faire un petit bilan de la classe B en fait, qui partage la même plateforme que la classe A. Alors, la classe B qui a été lancée il y a quelques mois. Alors en termes de vente, ça fonctionne comme on l'attendait? Ça fonctionne très très bien. Nos clients adorent la voiture. Aussi les nouveaux clients. Nous avons un taux de 30% de conquête sur la classe B. Nous sommes très très fiers. La voiture est vraiment bien acceptée. Le réseau est content, les clients sont contents et donc en conséquent nous aussi. Alors justement, la suite logique de cette classe B, eh bien, c'est la classe A, une compact premium. Un modèle visiblement, je crois on peut le dire, de conquête quand on voit la concurrence qu'elle a. Alors à quoi on doit s'attendre avec cette classe A? Alors déjà, on doit s'attendre à une classe A tout à fait nouvelle jusqu'au dernier détail. Nos designers et aussi les ingénieurs, ils ont eu la chance un peu inouïe et assez rare de vraiment construire une voiture, de développer une voiture sur une feuille blanche. Donc tout est vraiment nouveau. Et cette classe A, ils ont vraiment saisi cette opportunité parce que vous allez voir qu'elle a tout pour séduire un client qui cherche un compact premium. Elle a déjà bien sûr la sécurité et aussi la qualité d'une Mercedes qu'on attend de l'étoile. Elle a bien sûr aussi tout ce qui est efficience écologique d'excellence de Mercedes. Elle commence à une émission de 99 grammes de CO2 par kilomètre, donc elle a aussi une valeur superbe, mais elle a surtout un caractère extrêmement sexy, un design qui est très jeune, qui est très moderne, une dynamique et un comportement routier qui est, vous avez déjà vu la dynamique chez la classe B, là on monte minimum 2 crans au-dessus, elle est simplement superbe. Alors ce qui est bien chez Mercedes, c'est qu'on a droit aux extrêmes d'un bout à l'autre de la gamme. Vous vous rappeliez, on a un véhicule qui peut donc recracher 99 grammes de CO2. Mais bon, logiquement, justement, quand on voit le style de la voiture, on se dit qu'une version AMG se prêterait très bien à ce véhicule. Alors, est-ce qu'on doit s'y attendre? Écoutez, on a déjà présenté ici la 250 Sport, où les ingénieurs de AMG ont déjà été impliqués. Connaissant AMG, quand ils ont commencé un travail, ils n'arrêtent pas en mi-chemin, donc laissez-vous surprendre. Et on doit attendre combien de temps alors pour voir ce modèle détonnant de classe A? AMG travaille avec beaucoup de soin et quand ils seront finis, ils nous le diront. Mais on ne sait pas encore s'il y a, mais je suis assez confiant. Alors dernière question, on va en terminer là-dessus. La SLS, apparemment un véhicule magnifique, très très beau, qui est sorti depuis un petit moment maintenant et on a pu voir ici et là qu'on devait s'attendre à une version Black Series, donc une version encore plus radicale. Alors, je ne vais pas vous demander de quoi il en retourne, mais juste peut-être une idée sur le planning de sortie? Décidément, vous voulez voir beaucoup de nouvelles, beaucoup de scoops. Là, je suis incapable de vous confirmer quoi que ce soit, parce que pour le moment, nous avons lancé le Roadster à la fin de l'année dernière, qui marche pour le moment très très bien, malgré un marché français qui est quand même en certaines difficultés, mais apparemment, nos clients, ils adorent ce produit. Et à d'autres versions SLS, laissez un peu suspense. Marc Langenbrink, merci. Merci à vous. La nouveauté, ici on a de la chance, on rentre dans l'univers AMG, on en parlait justement avec la toute nouvelle SL 63 AMG à moteur V8 5,5 litres biturbo de plus de 520 chevaux. La voici, la voilà. Alors ce qui est drôle, c'est que Mercedes se targue avec cette voiture, eh bien, d'avoir le V8 qui consomme le moins au monde, ce qui est d'une certaine façon une performance également, en plus ils sont de chevaux, et là on profite alors de ce pack AMG sur la 63 AMG justement, avec un bouclier spécifique, les bandes de LED bien entendu, une peinture spécifique, des étriers de frein rouge. Ici avec le pack performance, et on va regarder l'intérieur. L'intérieur c'est celui du SL évidemment, avec la recette AMG.
Alors, on a des seuils de porte qui sont siglés. L'intérieur, encore une fois, les aérateurs qui ont été inaugurés sur la Mercedes SLS. Du carbone à profusion, du cuir. Alors ce véhicule également, il donne envie de rouler. Alors, on ne va pas avoir droit tout de suite à la version la plus extrême de ce SL. Une petite exclusivité, on peut vous le dire aujourd'hui, puisque dans quelques semaines, on ne prendra pas le volant de l'USL 63 AMG, mais du SL, celui-là qui est là. Cet essai, ce sera pour la fin du mois, et on s'en régale d'avance. Alors ici, on a une première mondiale, avec les premiers véhicules du département motorsport de BMW, à moteur diesel, ici donc la 550. À transmission X-Drive, transmission intégrale, 550D X-Drive, donc un véhicule développé par le département motorsport de BMW. Et alors, bien évidemment aussi, la nouveauté qu'on attend, alors on a eu le coupé série 6, et il y a aussi une série 6 grand coupé, donc qui va chasser en fait sur les plates-bandes de la CLS notamment. Encore une fois, les peintures mates sont à la mode chez les constructeurs aujourd'hui. Alors on va en faire le tour. Alors la face avant est strictement la même que le coupé série 6 classique. On va aller voir le profil. Et voilà, 4 ouvrants. 4 portes au lieu de 3. On pourra monter avec encore plus de confort dans cette série 6. Grand coupé. On l'a vu déjà dans les rues, on l'a vu en photo, mais c'est vraiment la première fois aujourd'hui qu'on peut l'approcher. Alors ici dans sa version 4 portes, alors clairement, on l'a déjà dit, mais cette 208 est véritablement beaucoup plus compacte que la 207 qu'elle remplace. Elle est moins longue, moins large. Elle a vraiment un design très effilé, très lisse. Elle est assez simple finalement en design. On a une petite calandre que Peugeot dit flottante. Les phares toujours aussi acérés. Alors avec une signature visuelle en fait par rapport au feu qui est composée et de LED et de guides lumineux, qui rendra ces 208 reconnaissables entre mille. Alors l'autre nouveauté attendue en fait chez Peugeot justement pour supporter le lancement de cette 208, c'est 2 concepts. Donc un baptisé XY, qui est donc la version en fait vraiment hyper luxe. Je sais pas si on peut le dire, mais d'une certaine façon, aller chasser un peu sur les terres de la DS3. Donc elle se présente comme suit, ici dans une couleur violette, et en fait elle a un intérieur très spécifique. Alors, il faut savoir que les 208 en fait qui seront lancés eh bien, dans quelques semaines, puisque là aussi c'est encore un véhicule dont on prendra le volant très bientôt, d'ici une dizaine de jours. Et juste à côté, eh bien, peut-être ce véhicule qui fera la renaissance de 3 lettres magiques chez Peugeot, une 208 GTI. Ou alors ils ont décidé visiblement de camoufler l'intérieur, on n'a pas accès à la voiture, c'est dommage. Même si on l'a déjà vu en détail en photo.
Alors, est-ce que ce modèle sortira véritablement en production? Ça, c'est encore le mystère, on n'a pas véritablement des informations là-dessus. Alors qu'est-ce qui différencie en fait ce concept du modèle classique? C'est notamment les feux, avec des guides de lumière, qui sont différents en fait des LED qu'on peut voir sur le modèle classique. Donc avec un bouclier spécifique. Là on peut voir avec une marque tricolore, la version française de ce concept. Les calandres avec des détails chromés. En espérant une voiture très performante. Alors là aussi, on a décidé de mettre la voiture en valeur. Et de très belle manière, si je puis dire. Les Morgan, des voitures à image véritablement bien sympathiques. Des voitures qu'on continue de vendre. Avec pourtant une architecture et un concept de construction qui n'a pas changé depuis des lustres. Alors, qui a dit que les sportives avaient besoin de pneus extra larges? Là on a des pneus très fins et on peut voir les collecteurs d'échappement directement qui courent du moteur à l'avant et le long de la carrosserie sur les côtés. On dirait vraiment une barquette sortie d'une autre époque. Ici, une première Morgan 6 cylindres. Alors, je ne vais pas prendre le risque de monter dedans, vu son accessibilité difficile. Voiture d'époque, accès d'époque. Mais vraiment un charme ces voitures. Un charme intemporel. Waouh! Alors, certes, modèle d'antan, mais technologie d'aujourd'hui. Eh bien oui, ils l'ont fait. Une Morgan électrique. Rien que ça. Une voiture de rêve d'une certaine façon, puisqu'on associe un design qui rappelle une passion automobile d'une autre époque. Et bien associé en revanche à une technologie extrêmement moderne, puisque il semblerait qu'on le veuille ou non, qu'on finisse par arriver à démocratiser la propulsion électrique. C'est quand même assez étrange. La Morgan 3-wheeler à 3 roues. Alors voilà, c'est une espèce un espèce d'ovni assez étrange. Alors ici, assimilé à un fuselage d'avion d'une autre époque. Véritablement, qu'on soit charmé ou qu'on déteste, c'est assez étrange. Non, vraiment, c'est une expression artisanale de l'automobile, c'est très très beau. Alors évidemment, quand on voit la taille des baquets, alors personnellement je peux mettre une fesse, sûrement pas deux. C'est vraiment un habitat extrêmement exigu. Je crois que la largeur de ma main fait quasiment la taille de la place. On a envie de s'y installer, mais on se dit aussi qu'en termes de sécurité, un véhicule 3 roues comme ça, avec des arceaux qui m'arrivent au niveau du cou, bon. On va se rendre maintenant chez Range Rover. Chez Range Rover qui n'a pas perdu absolument pas de sa dynamique depuis son rachat par les Indiens, comme on le sait. Alors c'est spécial, on ne l'attendait pas, mais les SUV cabriolets sont extrêmement rares. Et c'est vrai que la base de coupé de l'Evoque était vraiment très bonne à la base. Elle ne perd pas spécialement son charme en version découvrable. Très très belle cette Evoque, très très belle. Alors on va passer juste à côté, chez Jaguar. Et donc ici, nous avions le break tant attendu de la XF, uniquement disponible, en tout cas au lancement, en diesel. On va aller voir justement cette Aston Martin Q. Alors voilà, il s'agit d'une version personnalisée. Alors ça se passe surtout à l'intérieur.
On peut pas ouvrir la voiture, mais c'est une cabriolet, donc ça ne nous empêche aucunement de la filmer. Alors, ça se traduit par une sellerie vraiment très spéciale, des surpiqûres jaunes. C'est pas forcément du plus bel effet. Il y a un porte-bagages à l'arrière, alors qu'il est vraiment très étrange, puisqu'il est, il est pour le moins profilé avec ses lanières de cuir pour attacher ses sacs. C'est spécial. Je suis pas convaincu que la clientèle soit forcément friande de ce style de personnalisation, mais elle a au moins le mérite d'exister. Oui, derrière, hein, ce que certains appellent une aberration chez Aston Martin, la Signet, mais c'est un véhicule, bon, comme on peut le voir ici, qui séduit visiblement une clientèle féminine. Alors, est-ce que c'est moins coûteux de rayer une Signet plutôt qu'une DB9? Alors ça... Allez, on va voir ce qui se passe aussi de l'autre côté du stand. Alors, ici, nous avons des V12 Vantage, et surtout, la V12 Zagato. Alors voilà, le fameux carrossier qui a décidé d'apporter sa patte sur un modèle de V12 Vantage. On va regarder ça de plus près. Alors on reconnaît bien évidemment la patte Zagato, ça à l'extérieur, ça on le voit bien. Notamment cette calandre avant, alors je ne sais pas si on va réussir à la voir. La calandre à l'avant. Bon, on va faire le tour, on va voir l'arrière avec ses ailerons. Alors une vitre en polycarbonate. Vraiment un extracteur qui est impressionnant, dans lequel on a intégré les sorties d'échappement et ses feux arrière enchâssés. On va faire le tour par ici. Alors cette V40 en fait qui est un break de chasse si l'on peut dire, avec un design vraiment très effilé, un design très travaillé. Un véhicule technologique et avec de la modernité dans le design. Alors je ne sais pas si on va réussir à s'approcher d'une voiture depuis laquelle on peut voir l'intérieur. Une présentation qui est simple, d'un seul bloc certes, mais c'est très beau. Respire la qualité, du chrome, du plastique moussé à profusion. Un véhicule haut de gamme qui est appelé en fait à concurrencer, on l'imagine, les fameux 3 marques premium. Alors ce matin on était resté un petit peu sur notre faim, puisqu'on était passé chez Renault pour voir la Twizy, qu'on essaiera bientôt, l'autre véhicule en fait de la gamme électrique Renault. Un grand risque pour l'entreprise, ça c'est clair. On a tous un peu peur justement en cas de non-succès, ce qui serait véritablement un drame pour le groupe. On va aller voir Renault sur l'autre bout du salon. Un petit passage. Ça, on jettera toujours un coup d'œil sur les stands italiens chaque fois qu'on y passe, parce qu'il y a des choses vraiment très intéressantes à y voir. Et même si on a déjà vu ça tout à l'heure, on ne peut s'empêcher d'y rejeter un œil. Et donc, comme promis, on va terminer chez Renault et on va voir cette fameuse Zoé, ce modèle tant attendu. Alors cette Zoé a été découpée en deux. Donc on est en face ici de la version définitive. On va jeter un œil à l'intérieur. Bon, à l'intérieur, il s'agit d'une voiture classique, d'une Renault classique avec 2 écrans tactiles. Un pour commander tous les équipements et un autre pour indiquer la charge, la vitesse. Et la voilà, la Zoé, la toute nouvelle Zoé, en direct. Alors là c'est une présentation live, on ne pouvait pas
On ne pouvait pas mieux faire que ça. Donc qui est en fait une 4 portes alors, hein. Là on le voit maintenant, la Zoé, avec des poignées de porte qui sont camouflées à l'arrière. Un design simple qu'on imagine traiter avec les impératifs de l'aérodynamique, puisque la problématique, si on peut dire, de ce modèle, c'est surtout la consommation. Donc l'intérêt, c'est d'aller le plus loin possible. Et pour ça, la fluidité est de mise. On a des traits extrêmement simplifiés. Alors évidemment, tout le monde se rue autour, puisqu'il s'agit du modèle qui est censé lancer la politique de véhicules électriques de Renault. Alors c'est pareil, tout ce qui est information sur la puissance, l'autonomie et même les prix, tout ça sont des informations qu'on va pouvoir retrouver sur le blog auto. Et en attendant, on peut regarder ici en direct les traits de la voiture. Alors, on n'a strictement pas de différence avec le concept. Les changements sont vraiment dans les détails. Et on en a une deuxième qui arrive derrière, décidément. Donc qui reprend en fait les codes de Renault actuels qui ont été initiés par le nouveau designer. C'est-à-dire la mise en valeur du logo Renault qui est surdimensionné au milieu d'une barrette noire, ajourée. Bon, et bien voilà, on est un peu au milieu de la cohue. Alors évidemment, cette visite du Salon de Genève, elle était express, malheureusement. On n'a pas pu tout voir, tout ce qu'on aurait voulu, mais il y a beaucoup de choses à voir. On espère vous avoir montré l'essentiel. En tout cas, avoir vu le principal des nouveautés. Alors évidemment, pour ceux qui n'ont pas tout vu, on pourra revoir en fait tout le flux de ce direct sur le site. Et en attendant, maintenant, vous pourrez voir toutes les photos, toutes les informations, tout ce qu'il y a besoin de savoir sur ce salon de Genève. Les mises à jour des photos sont mises en fait en direct tout le temps. Donc il n'y a pas de souci. Il faut se rendre sur le blogauto.com. Et nous, on se dit au revoir, à bientôt sur un essai.